Alors, il n'y a pas à proprement parler, les présocratiques, Hegel et Marx nous disent la même chose, il n'y a pas à proprement parler de naissance du sacral, parce que le sacral est co-substantiel au souffle cosmique de l'homme communautaire primordial. C'est-à-dire, dès que dans l'ordre des différenciations biologico-anthropologiques, les premiers primates hominidés ont émergé, contrairement justement aux premiers primates qui n'étaient pas hominidés, l'homme a eu, Marx dit, des spécificités différentielles. C'est-à-dire, bon, le singe use d'outils qui sont là. L'homme construit des outils complexes, puisque le singe est capable de produire un certain nombre d'outils primaires. La grande différence, c'est que l'homme produit par ses outils les conditions d'une production élargie qui se transforme. C'est-à-dire que les espèces animales, même si elles produisent des outils limités, ne transformeront jamais l'espace organique de leur être là. L'homme produit une transformation par son intentionnalité. Donc entre les animaux et les hommes, le souffle cosmique découle du fait que l'homme est l'autoproduction de sa propre histoire en devenir. Les chimpanzés du fin fond de l'Afrique n'ont pas évolué dans leur mode sociétaire contemporain par rapport à leurs illustres ancêtres de plusieurs millénaires, sauf que des modifications dues aux transformations que l'homme leur a imposées leur a fait bouger un certain nombre de choses. Ce qui est la production automouvement de l'humanité, c'est qu'à partir du moment où l'homme émerge, il y a un devenir infini qui se met en mouvement. Et le souffle cosmique, dès que l'homme est en relation d'appartenance, il est là. Les premiers Sioux étaient dans le souffle cosmique. Les premiers Germains étaient dans le souffle cosmique. C'est-à-dire que le souffle cosmique n'est pas une révélation. Il est une immanence. Et comme dit Hegel, le sacral n'est pas l'autre du monde, ce qui va émerger d'une manière complètement cristallisée et paranoïaque dans les monothéismes, pour qui Dieu est tout à fait l'autre du monde. Dieu n'est pas en le monde. Dieu est l'autre du monde qui codifie l'ordre du monde. Pour les traditions primordiales cosmiques, le divin, puisque Dieu n'existe pas, le Dieu est une dégénérescence du divin. Le divin, qui est impersonnel, c'est l'automouvement unitaire de la totalité du monde, et ce divin, c'est l'automouvement sacral du cosmos. Dans ce cas-là, c'est sur ta question. Bien sûr. Dans ce cas-là, le sacral, il est formulable, en fait, qu'à partir du moment où il est fissuré, et à partir du moment où il n'est plus... Exactement, ça c'est très important. C'est-à-dire que les gens ne signifient, et c'est pour ça que la philosophie grecque, les présocratiques vont émerger au moment où l'unité brisée apparaît dans toute sa splendeur. Il y avoir conscience du sacral avant... Voilà. L'homme a pris conscience du sacral en termes de conscience disciple avec les présocratiques, parce que précisément, l'unité brisée faisait question. Il n'y aurait jamais eu de philosophie s'il n'y avait pas eu l'unité brisée. D'ailleurs, les Sioux n'ont pas de philosophie, et les Germains profonds n'avaient pas de philosophie. C'est les Grecs archaïques qui ont philosophé, parce que c'est eux qui, à ce moment-là, ont vécu l'unité scindée. Est-ce qu'ils avaient des dieux? Quelques religions que ce soit? Ah non, il n'y a Les pas Germains, on est sur du zéro. Ils ont, les Germains, à partir du moment où ils quittent la forêt profonde archaïque, passent du sacral à la religion. Il va donc falloir personnifier de façon fétichiste les hiérarchismes et les pouvoirs. Le chamanisme, par exemple. Le chamanisme est une dégénérescence. Le chamanisme, ce n'est pas la sacralité première. C'est une sacralité qui déjà crée un homme en référence. Dans la communauté archaïque du sacral absolu, il n'y a pas de médiation. Vous prenez les chasseurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont été exterminés au siècle dernier. Les derniers travaux qui ont été menés par des anthropologues allemands nous ont fait découvrir qu'il n'y avait pas d'homme médecine. Dans la communauté de Papouasie-Nouvelle-Guinée profonde, dans cette forêt aux 1000 fleurs, cette forêt primaire, chaque membre de la tribu connaissait les 3000 plantes et connaissait les 3000 manières d'accommoder les 3000 plantes. L'émergence du sorcier, de l'homme chaman ou de l'homme médecine marque déjà une dégénérescence. Alors justement, Marx le montre très bien, il ne faut pas avoir une vision religieuse homogène. Il faut avoir une vision religieuse hétérogène. La religion, à partir du moment où le sacral a été cassé, dit la domestication. Mais elle dit la domestication à travers les appareils, les pouvoirs d'État et les sommités ecclésiastiques. Mais il y a, dans le même temps,
dans le tréfonds des gens assujettis à cette domestication, une volonté de, c'est pour ça que qui dit histoire des religions, dit Marx, dit histoire des hérésies. Il y a constamment des conflits intérieurs au sein de toute histoire religieuse pour retrouver une pureté première. Alors c'est une pureté première aliénée, mais qui n'est pas que aliénée. Elle indique quelque part l'ancestralité du cosmos primordial. Donc toute l'histoire des religions, dit Marx, c'est l'histoire des luttes de classe à travers des hérésies qui sans arrêt se posent et s'opposent pour retrouver. C'est-à-dire que le propre d'une religion, c'est à un moment donné de fixer. Le propre d'une hérésie, c'est à un moment de dire que la fixation est négative et mystificatrice. Donc il y a un dialogue interne à toutes les religions, même si certaines religions sont beaucoup plus dynamiques et radicales que d'autres, alors que d'autres sont beaucoup plus asservissantes et despotiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que la trame dialectique d'une religion par ses hérésies est la trame de tous les conflits qui posent et opposent sans arrêt cette relation et ce regard au cosmos qui justement doit constamment être revu, reconquis et analysé. C'est pour ça que la formule de Marx, la religion est l'opium du peuple, n'est absolument pas compris. La religion est l'opium du peuple, ça ne veut pas dire la religion, entre guillemets, c'est négativité, point. Ça veut dire que la religion est l'opium du peuple, au sens où après la cassure du cosmos premier, après la perte du sacral primordial, la religion est ce lieu qui permet aux souffrances des hommes une multitude de réagissements négatifs, positifs, parce que par la religion, qui est une négativité en ce sens qu'elle cadenasse le sacral, l'homme recherche une positivité pour retrouver justement cette primordialité où il n'était pas cassé de lui-même. Donc il faut toujours... c'est pour ça que Hegel et Marx, c'est quelque chose de très profond, parce que la dialectique nous dit que le vrai n'est pas la vérité. Vous avez la vérité comme synthèse du vrai et du faux. Dans la pensée statique aliénatoire, il y a le vrai et il y a le faux. C'est simple, c'est vrai ou c'est faux. Et dans la pensée dialectique, telle que Hegel, Marx, à la suite des présocratiques la synthétisent, il y a la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est l'unité du tout. En tant que la vérité est la compréhension dialoguiste radicale qui permet de comprendre la liaison vrai-faux. Le vrai et le faux se parlent. Et c'est dans le langage que le vrai et le faux mettent en mouvement et épousent qu'émerge la vérité qui est la synthèse des deux. Je prends un exemple tout bête sur le terrorisme aujourd'hui. Bon, le terrorisme, c'est les djihadistes ou le terrorisme, c'est l'État. La vérité, c'est de comprendre la dialectique manipulatoire du chaos de la marchandise qui fait que le vrai, c'est toujours l'État qui centralise le terrorisme. Le faux, les filières djihadistes sont totalement manipulées par les services. Dans cette dialectique du vrai et du faux, j'ai dans une unité supérieure la vérité. Mais le vrai et le faux s'opposent en termes statiques que je dois dynamiser par une dialectique des profondeurs qui me fait accéder à la vérité. Et la vérité est l'unité du vrai et du faux. Donc la vérité est une forme supérieure dialectique. L'histoire n'est rien d'autre que la nature prenant conscience d'elle-même. Le savoir de la communauté première n'est rien d'autre que le mouvement cosmique de son immanence prenant conscience de lui-même. Toutes les écoles de la tradition sont obligées de mettre en marche un déclic externe à l'immanence. Il y a une révélation, une transmission, quelqu'un qui, une ouverture qui, mais c'est jamais l'immanence du total cosmique. Et donc la grande rupture, elle est là, c'est qu'à un moment donné, la communauté première, par l'échange, est scindée, émerge le travail, l'échange, à un moment donné la monnaie, la prêtrise, l'initiation, l'ésotérisme et la tradition du savoir. Il faut enseigner aux hommes le souffle de vie. Alors que dans la communauté première, on n'enseigne pas le souffle de vie. Le souffle de vie est vivant, il vit et il souffle. À partir du moment où je vais voir quelqu'un où j'ai besoin d'assumer un enseignement, je suis dans l'imposture de la dégénérescence religieuse. Le souffle sacral ne s'enseigne pas à travers un monsieur ou une dame qui va me communiquer, il est le tout du groupe dans son mouvement spontané, sans moment séparé. Il est simplement le souffle du jouir cosmique. Et le Christ radical, du coup, c'était pas de la religion? Ah, le Christ radical, mais pas... Le Christ... Alors c'est là où il faut retraduire les évangiles dans une vision radicale sur le texte grec et sur le texte arabéen.
Le Christ n'a pas fondé d'église, le Christ a fondé une assemblée d'amour en l'amour de l'être. Il n'y a dans les évangiles aucune structure de production ecclésiastique, politique, péripolitique. C'est-à-dire que l'Église s'est constituée à la droite de Constantin, comme dans la crise des vieux systèmes paganistes d'ancien régime romain, il n'y avait plus moyen d'unifier la décomposition de la rente frontière romaine sur un autre modèle qu'une universalité, puisque toutes les provinces étaient en déliquescence. Il fallait donc les unifier à travers un corpus universel, parce que la crise romaine avait détruit toutes les localités et toutes les périphéries, et donc Constantin a créé un système universel à travers une église. Alors le problème, c'est que la puissance du Christ est tellement forte que la puissance cosmique du souffle du Christ, même encaserné dans une église institutionnelle, continuait à percer. C'est ça le gros problème. Mais il y a Raoul Vaneigem qui a pas mal écrit sur... Enfin, je sais qu'il a écrit sur les origines du christianisme et pour lui, le Christ n'a jamais existé. Ce serait plutôt une invention de Paul de Tarse. Oui, mais bon, il s'était très très mal documenté. On a des preuves historiques que... On a des preuves historiques parce que d'abord les historiens romains en temps réel parlent du Christ, et on a surtout les Tolédot Yeshou, qui sont les textes talmudiques juifs, qui expliquent que Jésus était un fils de pute, que Jésus était un magicien, qu'il fallait tuer Jésus. Si Jésus n'avait pas existé, les textes talmudiques auraient dit « Jésus n'a pas existé ». Les textes talmudiques ne disent pas « Jésus n'a pas existé ». Ils disent « Jésus était un imposteur, un magicien, une saloperie, et nous avons bien fait de le faire exécuter ». Donc on a, entre guillemets, toujours cette prise de position de preuve par le prisme de l'adversaire. Mais on a toute une série d'historiens romains qui, bien évidemment, rendent compte de son existence. Et on a un certain nombre de documents administratifs judiciaires romains qui rendent compte de l'exécution dans une forme spécifique de la crucifixion à Jérusalem dans les années 30. Donc on a de la doc là-dessus. Alors si vous voulez, là encore, bon, je ne sais pas si vous connaissez le roi Gourand, le geste et la parole, c'est un préhistorien très connu, qui a produit énormément de textes importants dans les années 80-90, mais il ne fait que confirmer les textes de la préhistoire que Engels avait écrits dans les années 1850. Là encore, il faut avoir une vision radicale et dialectique des longues durées. On n'est pas passé du paléolithique au néolithique un jeudi 12 janvier à 2h02. Il y a donc une longue trajectoire contradictoire, ce qui fait que, par exemple pour la guerre, on trouve pas de traces de guerre, avec des meurtrissures importantes sur les corps quand on fait des fouilles, dans le paléolithique. Et on en trouve à partir de la sédentarisation, à partir du néolithique. Mais avant le néolithique, dans la dernière phase du paléolithique, ce qu'on appelle le mésolithique, qui constitue une phase intermédiaire, on voit que déjà s'accélère dans les fouilles la découverte d'os humains broyés et cassés. Donc on voit que déjà, et ça ce sont toutes les problématiques méthodologiques que Hegel et Marx ont montrées sur le déterminisme de l'histoire, on voit que toute phase qui émerge est déjà pré-émergente dans la phase antérieure. Donc, pour la commodité du comprendre, on dit qu'effectivement c'est à partir du néolithique qu'émerge la fracture, mais bien évidemment, dans le mésolithique, qui était un temps antérieur, elle commençait déjà à travailler. Il y a quelque chose, on pourrait dire que le mésolithique est la phase d'accouchement du néolithique. S'il y a déjà, dans le mésolithique, une transformation des structures de chasseurs-cueilleurs qui ont une tendance, non pas à la sédentarisation, mais qui ont une tendance à ralentir leur mouvement de nomadisation. Il y a donc déjà un rapport à la plante, il y a donc déjà un rapport à la chasse qui est en train de se transformer. Alors le processus, il est posé d'une manière très simple. Marx nous dit le communisme est le mode de production du naturalisme achevé, de l'homme total, émancipé de toute aliénation, en ce sens qu'il est la conscience universelle de l'universel conscient. Les premières communautés ne sont pas universelles, elles sont localistes. Et par ce fait qu'elles sont localistes, elles ne peuvent pas avoir d'autres rencontres que conflictuelles.
Je dis souvent, par exemple, que les Sioux et les Cheyennes sont communistes, que les Ponis, même s'ils sont à un stade de développement un peu plus ultérieur, laissant entendre le passage éventuel à l'agriculture, sont quand même globalement dans une structure communiste. Pourtant, les Ponis et les Sioux se font la guerre. Pourquoi? Parce que le communisme primitif est un communisme qui n'est pas simplement localisé spatialement, il localise spatialement la conscience dans le limité. Moi, je suis Sioux, toute ma communauté Sioux et moi, et je suis communistement la communauté Sioux. Par contre, parfois, on va organiser un jeu et on va aller attaquer les Ponis pour leur piquer des chevaux. Parce que les Ponis ne sont pas des Sioux. Le Sioux n'attaquera jamais un Sioux, mais il va attaquer un Poni. Parce que dans la communauté des hommes, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, dans l'archéologie linguistique de ces communautés, si vous demandez par exemple qu'est-ce qu'un Guayaki, et que vous traduisez les mots par lesquels il dit « nous sommes des Guayaki », cela veut dire « nous sommes les hommes ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un Guayaki, une tribu qui serait à 150 km et qui serait découverte, ce n'est pas les hommes. Donc, tout le monde est dans le communisme primordial, mais séquencé, séparé et antinomique. Ce qui veut dire que quand ces communautés, dans la phase que vous avez désignée, vont commencer à émerger au néolithique, et que les productions agraires vont se mettre en marche, les productions agraires vont nécessairement, par les stocks qui vont émerger, être antinomiques au groupe d'en face. Donc il y a une conflictualité spatiale, symbolique, magique et économique qui se met en mouvement. Et donc la relation du groupe communiste à l'autre groupe communiste, dans la réalisation de ces circulations de produits, ne va se faire que par le troc. Alors que dans le groupe, il n'y a pas de troc, il y a la donation. Dans le groupe, on ne donne pas, on n'échange pas, on ne troque pas, on laisse. Et donc, les premiers groupes vont troquer avec les premiers groupes, et à un moment donné, le troc va se développer en échange, et l'échange qui se faisait de groupe à groupe va en circulation par ricochet commencer à circuler lui-même dans le groupe. Donc la circulation-échange va dissoudre progressivement le groupe, alors que tout le monde faisait son arc, alors que tout le monde faisait son pain, alors que tout le monde participait à la chasse. On va commencer à ritualiser des cristallisations professionnelles. Il y aura un forgeron, il y aura un fabricant d'arcs, il y aura un boulanger. Bon, progressivement, on va fétichiser, cristalliser les relations et on va dissoudre la communauté première. Et donc Marx nous dit, malgré toute la richesse de ces communautés premières, il leur manquait quelque chose d'essentiel pour survivre dans la longue durée historique, c'est l'universalité. Et en quoi le communisme de demain est appelé par Marx le communisme supérieur? Il est appelé communisme supérieur parce que ça n'est pas un retour à des communautés locales de chasseurs-cueilleurs, c'est l'universalisation de la communauté, la Gemeinwesen, qui est l'anticosmopolitisme de la marchandise. Au lieu d'être l'homme cosmopolite, abruti universellement dans la marchandise, c'est l'homme universel, émancipé dans le souffle cosmique de ses enracinements de terre. Pour ça que je dis souvent, les gens me disent, mais alors, le communisme universalisé, je leur dis, le communisme universalisé, c'est la première différence charnelle réelle dans l'universalité, parce que pour la première fois, on va préserver le vrai soja des îles japonaises, on va préserver le vrai camembert de Vimoutier. Le communisme, c'est pas mélanger le camembert et le soja parce qu'on a créé l'homme universel. C'est au contraire l'homme universel en tant que préservation totale des singularités d'enracinement. Donc le communisme et le naturalisme achevé, c'est enfin la communauté humaine universelle, mais qui préserve toutes les richesses culturelles, culinaires, sensuelles de nos histoires diverses. Voilà. Et si vous voulez, sur le sujet, indépendamment de Karl Marx, la question juive, lisez Abraham Léon, la conception matérialiste de la question juive. Abraham Léon est mort en camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a repris le travail de Marx sur la question juive, mais en le périodisant à travers toute une étude documentaire, période par période, Moyen-Âge, Orient, Afrique, la Renaissance, l'Europe classique, l'Europe moderne, et c'est un bouquin qui est extrêmement intéressant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'émancipation de l'humanité se fait contre tous les États, contre toutes les religions, contre toute paranoïa territoriale. L'homme de l'être est un homme de l'infini. C'est l'homme qui est dans la communion universelle.
c'est l'homme qui ne se rétracte pas sur une entité aliénatoire. L'homme de l'être aime tous les humains de la Terre, non pas dans une conception armée du salut, dans une conception souffle cosmique radical et insurrectionnel. Grâce à Marx, on peut dire aujourd'hui, dans le mouvement qui me fait briser les enclosures matérielles, je brise les enclosures mentales. Je n'ai pas d'ennemi. Tout être humain en face de moi est un homme avec qui je veux dialoguer pour avancer contre toutes les pensées étatiques et contre toutes les pensées économiques. C'est ça qui est décisif. Et c'est là où Marx retrouve, à travers le naturalisme achevé, la position du Christ. Vous lisez le texte de Engels, Les origines du christianisme primitif, il montre en quoi le christianisme primitif est une insurrection de l'être contre toutes les domestications, contre tous les pouvoirs, contre tous les asservissements. Donc il y a un lien entre les présocratiques, Hegel, le Christ, Marx, le mouvement générique de retour à la communauté humaine pour expliquer à tout le monde qu'il y a un acte d'émancipation nécessaire. Et votre ami juif dont vous parlez, qui a du mal à la question juive, il faut lui montrer que nous sommes tous encasernés, que nous sommes tous emprisonnés et que Marx lui donne en quelque sorte un manuel de désincarcération. Et ton amie, je crois qu'elle parlait plus de la culture juive, des valeurs, des traditions. Elle parlait, voilà, elle dit c'est toute une histoire, c'est une culture. À ce moment-là, il faut lui dire de faire la distinction entre la culture, les traditions et vraiment le religieux, c'est-à-dire le code de conduite. Mais surtout qu'elle est juive, mais elle est athée. Ah ouais, c'est ça. C'est ce que dit Marx, la nationalité chimérique. Ouais. C'est quoi? C'est quoi? Les juifs ne sont pas une race. Les juifs ne sont pas une religion, elle est athée. Alors c'est quoi? C'est le couscous berbère cachère, c'est la carpe polonaise cachère. Non, et puis c'est surtout une rassurance quand on est conditionné depuis des générations et des générations dans l'enfermement endogamique. En plus, elle a fait l'école juive. Donc, je veux dire c'est pour ça que Marx, dans sa correspondance avec Engels, montre bien que le juif, en tant qu'homme, est souffrance. Parce qu'il est homme séparé de son humanité par toute une série, les mitzvot. Il y a plusieurs centaines de mitzvot. Tu dois faire, tu dois pas faire, tu dois faire, tu dois pas faire. Le Christ arrive, il dit, à la poubelle l'aliénation. Pas de doctrine, pas de commandement. Aime l'être en toi et en ton prochain. Et le Sanhédrin qui récite les mitzvot des 300 obligations, dit mais il est fou. Ça fait on est conditionné là-dedans. Vous savez, c'est un peu comme le type qui a fait 60 ans de prison. Il obtient enfin une libération. Il se retrouve dans la rue, il ne veut plus sortir. Parce que ça fait 60 ans qu'il connaît sa cellule, ses rideaux, son bureau. On lui dit maintenant, ça y est, c'est fini l'emprisonnement, ouvre la porte. Il court en arrière, il dit non, 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 je veux retrouver mon bâton, ma cellule. C'est assez difficile des fois quand je lis les passages de la Bible, enfin surtout la parole de Christ. Des fois il y a des choses que j'arrive pas trop à saisir, genre par exemple quand il dit heureux les simples d'esprit. Alors heureux les simples d'esprit, d'abord la traduction grecque, bon, je les ai derrière, mais bon, je ne vais pas aller la chercher. En grec, c'est pas ça. C'est que ceux qui, en leur esprit, sont en humilité. La pauvreté d'esprit, c'est pas heureux les débiles. C'est heureux ceux qui ont suffisamment d'esprit pour ne pas narcissiquement et spectaculairement mettre en scène leur esprit de représentation. Si vous voulez, c'est comme physis en grec. On en a parlé plusieurs fois avec Chris. Physis, dans un langage complètement dénaturé, aujourd'hui, c'est devenu la physique. Mais physis, la nature. Mais c'est pas du tout ça en grec. La physis, ça renvoie à un verbe indo-européen, bou, fou, qui a donné je fus en français. C'est le passé de être. Mais le passé de être en grec, ça signifie que toute l'armature du croître de l'être a enfin posé ses bases. Donc, quand je vois en grec le mot physis, c'est l'expression de la richesse cosmique et sacrale qui est dans le mouvement de sa fertilité, de son épanouissement. C'est pas la nature. Et c'est pareil pour les évangiles. Vous avez plein des... Le Christ n'a pas voulu établir un royaume, il a voulu établir une basileia. Donc en grec dégénéré à Constantinople en 1492,
La Basileia, c'est sûr, c'est un royaume. Mais à l'époque où parle le Christ, la Basileia, c'est aussi simplement la rayonnance. Donc personne n'imagine que le Christ se réclame d'un royaume, il se réclame d'une rayonnance. Donc il faut tout retraduire. C'est vrai que les paraboles sont pas faciles à comprendre. Souvent, Et puis il y a plein de traductions. Vous avez une Ouais. traduction justement recommandée ou un livre qui expliquerait la manière pour la Bible Pour le Christ. Parce qu'il faut absolument savoir lire le grec pour pouvoir vraiment... Oui. Mais moi, si vous voulez, j'ai eu la chance, alors, j'ai beaucoup travaillé l'évangile de Jean en grec, les autres un peu moins. Mais je vois par exemple que quand je travaille l'évangile de Jean en grec, et que je pars sur la richesse, si vous voulez, un mot grec déjà, on en a parlé avec Chris, pour par exemple Héraclite Parménide. Quand je prends une phrase par exemple de Parménide qui fait 4 mots, si je veux la traduire de manière intelligente, il va m'en falloir au moins une quinzaine en français. Parce que chaque mot grec a un déroulé. Et le mot français que je vais prendre, il n'a pas le déroulé, c'est un sécateur qui coupe. Donc j'ai coupé mon flux. Donc il faudrait retraduire tout ça. Et moi j'ai commencé à lui traduire à Chris des passages d'Héraclite ou de Parménide. Je pense que le plus facile c'est Héraclite ou Parménide parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes. Et si par exemple on se remet à traduire l'évangile de Jean, avec toute la richesse de la portée grecque, il faut plusieurs mois de travail, parce que il faut sortir de la prison des traductions actuelles. Votre truc là sur heureux les pauvres d'esprit, c'est incroyable. C'est un contresens, quoi. Alors c'est un contresens, mais qui nous dit l'institutionnalisation du Christ. C'est pas forcément une manipulation. Le traducteur qui est normaté dans un cheminement institutionnel qui veut désubvertir le Christ, spontanément, sans méchanceté, il peut traduire statiquement. Est-ce qu'on n'a pas le même problème avec l'allemand, avec Marx et les Alors, traductions Alors justement, avec avec des exégètes avec l'allemand, pas très- avec Marx, on a une chance inouïe, c'est qu'on a la traduction Gallimard qui a été faite par Maximilien Rubel, qui était dans la mouvance de toute une histoire conseilliste radicale, et donc qui a permis entre autres de montrer les falsifications lénino-staliniennes. Par exemple, dans l'idéologie allemande, vous avez un passage où Marx dit « il faut abolir le travail et abolir l'État ». C'est clair, c'est net. Les lénino-staliniens traduisent « il faut abolir le travail salarié et cet État, l'État bourgeois ». Mais Marx est mort. Ce qu'il faut vous... J'ai des fois des gens alors, qui sont borderline, illuminati. Marx avait une vie bourgeoise, il avait beaucoup d'argent, etc. Mais ils me le disent souvent, hein, franchement. Alors Marx a vécu toute sa vie comme un clodo. Il bossait pas, il passait ses journées au British Museum pour tout lire. Il lisait tous les journaux et il lisait tous les bouquins. Et comme on ne pouvait pas emprunter les bouquins, il recopiait. La nuit, il resynthétisait. Et sa femme, parce qu'il avait une très mauvaise écriture, sa femme corrigeait et réécrivait. Ils étaient dans une misère noire, ils bouffaient que des pommes de terre, ils ont vécu des hivers terribles, les enfants sont morts de faim et de froid. Et il y avait Engels, qui avait donc une usine, qui lui envoyait une partie de ses revenus régulièrement pour pas qu'il soit mis à la rue. Des tas de fois dans la correspondance, Marx écrit à Engels, c'est la catastrophe, on n'a pas mangé depuis 2 jours, les enfants sont en train de crever de faim, on va être mis sur le trottoir, etc. Et à la fin de sa vie, Engels, dont le père était donc directeur d'une grande usine, enfin propriétaire d'une grande usine, voilà, est devenu patron de la filature. Et ce jour-là, il a versé un salaire à Marx tous les mois. Et ce jour-là, Marx a commencé à plus avoir des pantalons troués, des chemises sales, ils ont commencé à manger de la viande, il a commandé plus de vin, il adorait le Bordeaux, mais enfin, ils étaient, mais vous pouvez vous imaginer, une misère noire. Mais il ne pouvait pas vivre un petit peu de ses écrits Alors, il a écrit quelques articles pendant un moment sur le New York Daily Tribune, mais il était payé à la pige, quoi, il n'avait rien du tout. Ouais. Donc Marx a vécu un enfer toute sa vie, il était couvert de furoncles parce qu'ils avaient des déficiences alimentaires, ils avaient froid, ses enfants sont morts de faim, enfin je veux dire, c'est une misère noire. Et sa femme, qui était donc issue de la grande noblesse prussienne, dont le frère à un moment donné a été ministre de la police, s'est rongé la santé
et elle a rongé sa dot. C'est-à-dire qu'elle avait un peu de vaisselle, un peu de linge et tout, elle a tout donné, tout donné. Alors c'est une superbe histoire d'amour, mais c'est en même temps une histoire mais qui est d'un tragique. C'est un tragique inimaginable. C'est-à-dire qu'il a voué sa vie à l'émancipation de l'humanité en sachant que quand il avait commencé à travailler, il avait le fil. Il a réécrit le Capital 20 fois, parce qu'il n'arrivait pas, il avait le fil mais il n'y arrivait pas. Et un jour, il a relu une vieille édition de la logique de Hegel, et il a compris, grâce à la logique de Hegel, le problème forme, apparence, substance, et là, tout ce qu'il avait noté sur ses cahiers, qu'il avait réécrit, brûlé, réécrit, a enfin pris forme. Parce que grâce à la dialectique de Hegel, il a enfin pu donner une véritable conception logique et totale à ses carnets. Et je pense que toutes ces interprétations justement sur Marx et l'argent, etc., viennent aussi un peu de la mauvaise traduction du fameux « je ne suis pas marxiste ». Enfin, c'est un truc qui revient. Non, mais il n'y a pas que ça, il y a un truc qui circule, une lettre hypothétique d'un rabbin en liaison avec Rothschild, qui explique que Marx et Rothschild sont de concert pour une prise, mondiale du pouvoir. Mais cette lettre-là, c'est un truc qui n'a jamais existé. Cette lettre-là, c'est comme la mort de Giordano Bruno. On m'a envoyé tout un truc sur Giordano Bruno. Giordano Bruno n'a jamais été brûlé à Londres. Il n'y a jamais eu de procès de Giordano Bruno. Les mouvements protestants émancipateurs des Lumières ont inventé 2 siècles après la mort hypothétique de Giordano Bruno l'assassinat de Giordano Bruno. Mais il n'y a pas une seule archive de Giordano Bruno sur Giordano Bruno en temps réel. Plusieurs siècles après, on invente un conte. C'est ça la dialectique mystificatrice de l'histoire. C'est comme les 750 000 fusillés. Le parti communiste stalinien français avait eu 750 000 fusillés. Alors pendant des décennies, on a chanté les 750 000 fusillés. Puis il y a un jour, un type dont j'ignore le nom, mais j'ai le bouquin, je me souviens plus, il m'a dit bon, il faudrait quand même élucider le dossier. Donc il est parti aux archives, il a travaillé, il y a 3 000 fusillés. Mais l'histoire, c'est ça. Ouais. C'est l'inflation mythologique et la dissimulation du réel. Le monde judéo-calviniste est par essence un monde exterminateur, alors que le monde catholique, qui résulte encore d'un polythéisme cosmique. Le monde catholique est pagano-christique. C'est-à-dire que quand les gens vous disent il y avait une statue de la Vierge là, il y avait Saint Machin, il y avait Saint Machin, tous les cultes païens d'amour cosmique qui avaient lieu autour d'un arbre, autour d'une source, ont été reconvertis par le catholicisme en saints locaux. Donc le catholicisme institutionnel, qui était donc une institution qui visait à enfouir le message du Christ, n'a pas pu l'enfouir en totalité dans la relation à l'être, et donc l'Église catholique, en Europe occidentale, a, entre guillemets, absorbé le paganisme dans une forme, disons, naturelle et charnelle. Contrairement à ce qu'on croit, le catholicisme est assez jouissif. Je veux dire que dans les pays médiévaux catholiques, on aime le vin, on aime la danse, on aime la ripaille. La catholicité méridionale est jouissif. Le monde judéo-protestant nordique est profondément névrotique. Un truc très bête, par exemple, sur lequel les gens se sont peu penchés, c'est le problème de la confession. Le fait que les catholiques aient un confesseur, ça les renvoyait à l'universel. La personne qui venait se confesser, elle ne venait pas simplement raconter ses péchés, elle se mettait en situation, par cet interlocuteur privilégié, de parler et de s'ouvrir au monde. Alors que dans le judéo-protestantisme, en particulier dans la société calviniste complètement schizophrénique, le péché est enfermé. C'est-à-dire que le péché ronge, le péché érode et le péché détruit. Donc vous imaginez Cromwell, dans une secte péricalviniste, qui est l'anti-jouissif absolu, qui extermine les paysans irlandais sans aucun problème. Donc on a ce problème-là, ce qui fait que les judéo-protestants qui débarquent en Amérique sont structurés autour de l'Ancien Testament, alors que les catholiques français qui débarquent au Québec sont structurés sur le Nouveau Testament. Donc le judéo-protestant qui voit des Iroquois, qui voit des Algonquins, qui voit des Mohawks, il est la nouvelle Israël en mouvement qui doit exterminer Canaan et les Amalécites. Donc il n'y a pas de possibilité de fusion entre les populations, même si à la périphérie, il y a toujours des accidents. Par contre,
la colonisation catholique française au Québec, au bout de 2 ou 3 générations, vous avez des villages entiers qui sont métissés. Vous avez des trappeurs français qui épousent une algonquine, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, au Québec, vous avez des tribus entières qui sont métisses de Français et d'Algonquins ou de Hurons. C'est toujours le capitalisme le plus moderne, le plus compétitif qui est le plus ravageur. Vous prenez la conquête espagnole, qui est une conquête féroce, parce que c'est une des premières conquêtes, mais elle est tempérée par le degré encore archaïque du développement du capital. Donc il y a des massacres au Mexique, il y a des massacres au Pérou, mais aujourd'hui, vous allez en Amérique du Sud, vous avez une société métissée, parce que s'il y a eu des massacres, on n'a pas exterminé les Indiens. Donc la colonisation espagnole, la colonisation portugaise ont été parfois porteuses de massacres, mais jamais d'éradication totale. La colonisation française, qui est une colonisation intermédiaire, et qui en plus n'a pas de moyens logistiques considérables, contraint la métropole française à se dire que face à la forte population anglaise dans le Nouveau Monde, s'il n'y a pas une alliance forte avec les populations amérindiennes, on ne pourra pas tenir. Donc il y a en plus ce facteur-là qui est une contrainte déterministe. Toutes les guerres, toutes les grandes batailles entre la France et l'Angleterre qui sont menées dans le Nouveau Monde sont gagnées grâce aux Indiens. Et la bataille de Québec, où Montcalm va perdre contre Wolfe, est en grande partie perdue à cause de Montcalm, qui ne veut pas utiliser les troupes indiennes. Au lieu de faire ce que les Indiens appelaient la guerre de guérilla, comme vous la voyez dans le film Le Dernier des Mohicans. Vous voyez le film Le Dernier des Mohicans, on voit, après la reddition de Fort Carillon, Montcalm qui laisse partir les Anglais. Et on voit à un moment donné les alliés indiens des Français qui exterminent toute la troupe anglaise qui part, parce que comme les Anglais étaient des exterminateurs, il ne peut pas y avoir d'accord avec les exterminateurs. Donc, et ce que montre Marx, c'est que les colonisations anglo-saxonnes, qui sont les plus tardives, les plus techniques, les plus développées, sont par essence éradicateurs, parce que ce ne sont pas des colonisations de compromission avec le monde dans lequel on va, ce sont des modes d'imposition radicale du mode qui vient. Donc, en Amérique du Nord anglo-saxonne, à part quelques réserves où il y a des casinos et des usines à alcoolisme, où l'on fait croupir les derniers vestiges, il n'y a plus d'Indiens. Par contre, au Québec, vous en avez, et en Amérique du Sud, vous en avez. Donc la colonisation anglo-saxonne a été terrifique. Terrifique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une écriture de culpabilisation qui est mise en marche, à la fois par les valets de l'ordre impérialiste américain en France, c'est-à-dire les préfets allemands, les préfets français, parce que les États allemands et français ne sont que des sous-préfectures de l'ordre américain. Donc on a entériné la culpabilisation nécessaire à l'impérialisme de la marchandise américaine pour se justifier. On fait croire que les colonisations européennes et françaises en premier lieu étaient pires en Afrique, alors que ce que l'Afrique a vécu, puisque toute colonisation est productrice de sang, de larmes, est quand même à des années-lumière de ce qu'ont vécu les Amérindiens. Mais donc le jeune des banlieues aujourd'hui, qui est un culte et qui vénère l'ordre américain, dit vraiment les Français en Algérie c'était terrible, mais pour lui Los Angeles, San Francisco, c'est merveilleux, il n'y a plus de Cheyenne, il n'y a plus de Sioux, il n'y a plus de Dakota, vous pouvez prendre votre voiture à Boston et aller à Los Angeles, chaque État marque généralement une implantation de tribus indiennes. Il n'y a plus personne. Par contre, alors le comble du fétichisme de la marchandise, c'est que tous les outils de mort de l'impérialisme américain portent le nom d'une tribu indienne. Vous avez les hélicoptères Apache, vous avez le missile Tomahawk, vous avez c'est sublime comme... Ils les ont non seulement exterminés, mais ils prennent leur nom pour jouer avec leurs gadgets impérialistes. On ne retrouve pas l'humain dans un espace. Moi j'adore la terre, j'adore la forêt, j'adore me balader avec Kaya, courir dans les champs, et je préfère effectivement la nature à la ville. Et vous avez plein de gens qui font un retour à la vie, un retour à la campagne, narcissique, environnementaliste, pas du tout radical. Et il faut là rappeler tout le rôle contre-révolutionnaire de l'écologie. L'écologie
l'écologie, c'est une science du capital. C'est-à-dire que nous aimons la Terre en tant que cosmos sacral, nous ne l'aimons pas en tant qu'environnement de production. L'écologie, il y a Oikea, comme économie. L'écologie, c'est le supplément d'âme de l'économie à un moment donné où l'économie va mal. Mais c'est la même étymologie. Dans une communauté, il n'y a pas d'économie, parce qu'on ne travaille pas, on produit. Et dans une production communiste, on n'a aucun souci pour l'environnement, on s'en branle, parce qu'il n'y a pas d'environnement. Il y a le cosmos de notre appartenance à la terre de vie. Il n'y a donc pas d'écologie, puisque la terre est notre substance. L'écologie vient dire une distance entre nous et la terre. Elle vient dire qu'il nous faudra avoir des occupations pour une extériorité qui ne serait pas notre intériorité. Et elle est née au XIXe siècle, comme toutes les sciences du capital, pour précautionneusement anticiper les désastres de l'économie et pour produire une économie responsable. Donc, à bas la politique, à bas l'économie, à bas l'écologie. L'écologie est une des dernières impostures du capital pour nous faire aimer l'économie. Et au contraire, retrouvons le cosmos radical contre toutes les oikias, qu'elles soient écologiques ou économiques. Alors maintenant, je préfère... Quand on va émerger comme communauté subversive, on va détruire les villes. Parce qu'on va détruire la division du travail entre ville et campagne. Il n'y aura plus de ville, il n'y aura plus de campagne. Contrairement à ce que croient les anarchistes, on ne va pas autogérer les campagnes et autogérer les villes. On va casser les villes et casser les campagnes, qui sont les deux mêmes modes de représentation d'une aliénation scindée. Et on créera des coopératifs cosmiques dans la Fédération universelle des communes communistes du monde, mais on ne va pas restaurer la campagne. Comment casser la ville? Comment casser la ville? Et bien casser la ville, la défense est une énorme orgie de béton, d'horreur, de métal et de glace. On ne va pas autogérer, alors on va pas autogérer la défense. D'abord, il n'y aura plus de gestion, donc on va détruire toutes les villes. Alors après, les communes organiseront leur plan de vie comme elles le voudront, elles préserveront des espaces qu'elles conserveront à titre historique, il y aura mille manières d'organiser la vraie vie, mais toutes ces horreurs, les tubes à voiture de San Francisco et Los Angeles, il faudra les détruire. Donc il faudra restaurer. On est bien sur une destruction physique généraliste. Ah bah bien sûr. Puisque l'ensemble des villes, c'est pas uniquement les petites villes. Oui, donc on est bien sur ce phénomène-là de destruction généraliste. Donc les premières générations, c'est pour ça que Marx parle dans la vision du communisme inférieur, dans la vision du communisme supérieur, du communisme demain, il parle d'une phase de transition. Mais cette phase de transition n'est pas hors communisme. La phase de transition abolit immédiatement les catégories du capital. La phase de transition, c'est le communisme sans l'abondance communiste supérieure. C'est toute cette phase où on hérite de la merde de l'économie politique, les déchets nucléaires, les villes pourries, les réseaux urbains dégueulasses, et qu'il faut tout réhumaniser. C'est-à-dire qu'on hérite d'un espace inhumain. Cet espace inhumain, on ne peut pas le garder, l'administrer de la manière la moins mauvaise possible. Il doit être détruit, parce qu'il est anti-humain. Vous prenez les gigantesques inondations qui ont eu lieu dans le sud-est. Elles n'ont pas eu lieu par hasard. Elles ont eu lieu parce que depuis 40 ans d'urbanisation délirante, on a bétonné, et que quand un cours d'eau se met à déborder outre mesure, les zones par lesquelles il pouvait défiler n'existent plus. Donc il va falloir détruire tout le bétonnage de la Côte d'Azur. On va avoir effectivement un labeur gigantesque, mais qui participera de notre réhumanisation cosmique. Mais justement, pour le nucléaire, moi, c'est vraiment quelque chose qui me... J'ai voyagé en Blablacar avec un jeune ingénieur nucléaire. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tout est bien. Effectivement, ceux qui travaillent dans le nucléaire, j'ai une collègue, effectivement... Ils intègrent le dispositif mental de l'entreprise. C'est fou, hein. Mais justement, pour le nucléaire, il va forcément y avoir des gens qui vont aller mettre les mains dans le cambouis et qui vont être obligés d'aller démanteler... Tous les députés prisonniers auront le choix. Mais le sacral, c'est la communion. Le sacral est la communion avec le cosmos. Bon, moi, j'ai un chien que j'adore. Quand je suis avec mon chien, je ne suis pas avec un chien, je ne suis pas avec un quatre pattes. Je suis avec une étoile cosmique avec qui j'ai une relation de tendresse et d'amour. Quand les gens me disent « vous êtes le maître », je ne supporte pas. Je dis « non, je suis le compagnon ». C'est-à-dire que ce chien, il est mal éduqué, mais c'est très bien. Elle est indocile, mais c'est très bien. Et c'est ça aussi l'émerveillement cosmique. L'émerveillement cosmique, c'est un bon repas.
Mais c'est un bon repas que vous allez sensualiser. Vous n'allez pas être absorbé par la nourriture en bouffant. Vous allez absorber l'érotisme des plats. Une relation d'amour avec votre compagne, ça ne va pas être un acte sexuel qui fait du bien. Ça va être une communion solaire. Alors maintenant, je vis en ville. Alors je vis en ville, j'ai des enfants, j'ai un boulot en ville, je ne peux pas partir à la campagne. Alors je m'en fous. Je ne vais pas être dupe de l'emprisonnement urbain. Même dans mon emprisonnement urbain, je vais regarder les quelques arbres qu'il y a et je vais avoir des émerveillements cosmiques. Je suis à la ville, mes enfants, dans les quelques endroits où je vais pouvoir les promener avec amour, je vais leur donner de l'émerveillement cosmique. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'émerveillement cosmique comme Edmond Dantès en prison pendant des années dans un cachot. Alors bien évidemment, dans le communisme épanoui de la relation cosmique que nous aurons tous les uns avec les autres, on sera à ciel ouvert dans les beautés des arbres, dans les beautés des forêts, dans les beautés de la cuisine, dans les beautés de l'amour. Et là, on aura l'espace infini d'un horizon illimité. Mais même déjà, le mec qui bosse dans une banque, qui a un boulot servile, cucu, qui l'emmerde, il peut en arrière-cour cultiver du cosmique merveilleux. C'est pas, bien évidemment, que l'espace où on est suractive. Mais le cosmique, c'est d'abord notre cœur intérieur, notre capacité à tout le temps s'émerveiller. C'est un beau mot, ça, l'émerveillement. C'est ça. Mais si vous voulez, la nature, dit Marx, dans son naturalisme achevé, est pleine d'une dialectique infinie de merveilles. Et on ne s'émerveille pas parce qu'on ne sait pas les regarder. On est prisonnier par l'écran. Or, même la balade la plus débile, là, sur les quais, il y a 1000 manières de s'émerveiller. Alors pourtant, je ne suis pas dans la montagne. Si vous voulez, l'émerveillement n'est pas dans l'objet qu'on regarde. Il est dans notre cœur. Donc je peux passer devant un paysage sublime, être un con abruti, et ne rien voir. Là, ils ont fait un pont dans l'Aveyron, un truc débile, là, métallique, que tout le monde... Le viaduc. Le viaduc de Millau. Alors à gauche, vous avez une sublime vallée. Et les mecs viennent photographier le viaduc. Donc ils photographient le viaduc, et à côté, vous avez une superbe vallée. Ils ne photographient pas. Donc l'émerveillement n'est pas dans la nature. Il est en nous, dans notre relation à la nature. Parce que les mecs qui, quand ils tournent le volant, partent du viaduc et regardent, ils ne le voient pas. C'est devant eux. Ils disent, t'as vu, oh, c'est beau ce pont. Mais non, mais c'est ça. L'émerveillement est en nous. C'est pour ça que Marx parle de l'être générique. Le communisme, c'est la substance radicale et naturelle de notre être générique. Qu'est-ce que notre être générique ? C'est cette palpitation passionnelle que nous avons en nous, pour notre compagne, pour une fleur, pour une rivière, pour un bout de fromage, pour un verre de vin, pour une ligne d'horizon, pour plein de choses, des choses toutes simples. Mais vous avez des millions de gens qui, par jour, regardent une ligne d'horizon où il y a des arbres, c'est rien pour eux. C'est le rapport à l'autre aussi. Et c'est le rapport à l'autre. C'est le rapport à l'autre. Tout est relationnel. Marx, dans les thèses sur Feuerbach, nous explique la relation radicale qu'il y a à comprendre que rien n'est fait d'objet. Tout est fait de relation à. Le monde, c'est notre relation au monde. Et ce n'est pas les objets du monde. Alors, l'homosexualité, c'est une catégorie qui se pose aujourd'hui. La pratique affective, sexuelle, qui renvoie à l'homosexualité, elle a toujours existé. La catégorie linguistique, la catégorie spectaculaire, la catégorie médiatique, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est une catégorie spectaculaire, médiatique, surreprésentée. Donc, moi, quand j'analyse l'homosexualité, c'est comme quand j'analyse tout fait social, il n'y a aucun a priori, j'analyse une pratique dans son histoire. Je reconnais aujourd'hui que dans la civilisation démocratique de la valeur d'échange triomphante, c'est une valeur supérieure, et que si je veux être par exemple embauché dans une entreprise moderne et que je dis que je suis homosexuel, je suis beaucoup plus en situation de valorisation que si je dis, vous savez, je suis hétérosexuel et en plus je suis fidèle. Donc, mais par contre, ce qu'il faut plus sérieusement, parce que j'ai des patients qui sont effectivement homosexuels et qui m'ont posé la question en me disant, bon, d'un point de vue philosophique, à travers les présocratiques, à travers Hegel et Marx, comment on pourrait poser le problème de l'homosexualité. Alors, moi, le problème de l'homosexualité, je le pose, comme tous les problèmes, en termes critiques.
j'ai une vision critique de la cuisine, j'ai une vision critique de l'histoire, j'ai une vision critique du sport, j'ai une vision critique de la peinture, j'ai une vision critique des animaux, j'ai une vision critique de tout, puisque la pensée radicale est une pensée critique au sens où elle fait sonner les choses. Donc, j'en ai parlé longuement dans le cadre de ces analyses philosophiques avec des patients, et on en a parlé avec Chris dans un entretien, ce qui caractérise par essence, et ça c'est objectif, et ce que je vais dire, il n'y a aucun jugement de valeur, il y a simplement une perspective analytique. Donc, ce qui caractérise la sensation, le sentiment, la pratique ou l'accordance homosexuelle, c'est que le rapport à l'autre fait que l'autre n'est pas un autre, mais un autre même. C'est-à-dire que si moi, j'ai une relation sexuelle avec une femme, mon altérité n'est pas moi. Si je suis homosexuel, mon rapport sexuel est un rapport à une altérité qui est moi, prolongé dans un miroir de moi. Donc il s'avère que dans les communautés de chasseurs-cueilleurs, le lien sexuel premier, c'est ce que dit Marx, c'est ce que reprend Bordiga, c'est le lien de reproduction de l'espèce et du groupe. Donc l'armature centrale d'un groupe de chasseurs-collecteurs dans le reproduire la vie réelle, c'est des actes sexuels hétérosexuels par essence qui reproduisent le groupe et à partir de là, qui font l'histoire en mouvement. L'émergence, alors on sait à travers un certain nombre d'études précises, tant animalières qu'humaines, qu'il y a toujours, ici ou là, des pratiques sexuelles de caractère homosexuel, mais qui sont périphériques, qui ne concernent jamais la centralité du groupe. D'ailleurs, si elles concernaient la centralité du groupe, le groupe ne se serait pas reproduit dans l'histoire, il serait mort par extinction naturelle. Si les chasseurs-cueilleurs avaient connu des groupes radicalement homosexuels en grande quantité, ces groupes se seraient éteints. Est-ce que l'homosexualité est une aliénation, une perversion? Alors, l'homosexualité, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport qui, on vient de le définir, fait de l'autre un autre soi-même. C'est donc, par essence première ainsi dite, un rapport qui s'apparente au narcissisme de la relation. Donc le narcissisme de la relation, vous connaissez l'histoire de Narcisse. Narcisse se regardait dans un lac et il s'est trouvé tellement beau qu'il y est tombé. Alors je ne dis pas que toute pratique homosexuelle nous fait tomber dans le lac, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je veux dire que quand je fais une critique radicale du fétichisme de la marchandise, et que quand je fais une critique radicale du fétichisme de la marchandise, au sens où l'objet de la dictature démocratique de la valeur se valorisant, c'est que nous soyons tous réduits à l'état de chosification réifiée, dans un rapport de réification fait de l'homosexualité une valeur importante pour le culte du marché narcissique, puisque quelque part, elle en est une des expressions les plus poussées. Mais quant à moi, je m'en fous. J'aurais rencontré Cocteau et Jean Marais, on aurait passé une très bonne soirée, on aurait mangé de très bonnes choses, on aurait bu, on aurait parlé histoire et cinéma, et moi, je me fous que chacun soit ceci ou cela. Mais non, mais alors, ça, c'est pas acceptable. Non, mais moi, le problème, si vous voulez, c'est que, là encore, on a l'homosexualité en domination réelle et on a l'homosexualité en domination formelle. Je veux dire que, entre Jean Cocteau et Jean Marais, en domination formelle, qui n'ont jamais exhibé leur homosexualité. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand moi je me définis, on me dit « Francis Cousin, qui êtes-vous » Je ne me définis pas d'abord par ma sexualité. Je dis voilà, je m'intéresse à la philosophie, j'aime ma compagne, j'aime mes chiens, j'aime mon chat, j'aime les fleurs, j'aime le midi, et accessoirement, je suis hétérosexuel. Mais mon hétérosexualité n'est qu'une des manifestations de ma jouissance cosmique. Ça n'est pas mon arc central. Et ce qui m'a toujours intéressé dans les relations que j'ai eues, dans mes analyses philosophiques avec les homosexuels, qui voulaient élucider leur part, c'est qu'ils se définissaient toujours, et au terme de l'analyse, ils se rendaient compte à quel point il y a justement cette exacerbation. Ils se définissaient d'abord par leur homosexualité. Et j'ai participé à plusieurs reprises à des tables rondes où il y avait des LGBT, puisque maintenant ça fait bien. LGBT, c'est comme le missile Tomahawk. Maintenant on parle avec, on ne définit plus les gens que par des anagrammes, des marques, des postgrammes, etc. Et c'était donc des tables rondes où il y avait des gens LGBT. Les hétérosexuels commençaient la discussion sans avoir l'obligation, au bout de 10 minutes, de déclarer leur hétérosexualité. Ceux qui étaient LGBT
était obligé, au bout d'un certain temps, pour marteler cette identité, de dire « moi je suis LGBT ». On s'en fout que tu sois LGBT, on s'en fout que tu sois... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la domination réelle, dans le spectacle narcissique des échanges, l'hétérosexualité qui correspond à la communauté radicale des subversions sociales est ringarde. Et l'homosexualité qui n'a jamais été l'homosexualité n'a jamais été une valeur subversive de la longue histoire pour abolir l'État et l'argent. L'homosexualité aujourd'hui sur le marché des échanges est une valeur marchande monétaire qui fait vendre. Donc l'homosexualité en soi n'est pas une catégorie historique. Il y a le prolétariat, il y a la classe capitaliste, mais la catégorie raciste, antiraciste est une catégorie sociologique du capital, on ne la trouve pas chez Marx, c'est pas le sujet. La catégorie homosexuelle, hétérosexuelle, ce sont des catégories marchandes de l'économie de la représentation. Donc, ce qui est important, et je le rappelle, moi je porte aucun jugement, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, c'est comment ce que Jean Marais et Cocteau vivaient sans se cacher, et même sous l'occupation, tout le monde le savait, et personne ne les a jamais emmerdés. Le ministre de l'Éducation nationale... Oui, il va me le sortir, je sais, s'appelait Gestapet. Gestapet, on l'appelle. Le ministre de... Ce qui veut dire, c'est que le ministre de l'Éducation sous Vichy était clairement homosexuel et que tout le monde le savait. Donc, pour répondre à votre question, il faut sortir là encore des tabous, des totems, et avoir une analyse radicale. De la même manière que les groupes radicaux des années 30, comme Bilan, l'Union communiste internationale, ont fait une critique radicale de l'antifascisme, en montrant que l'antifascisme était le pire produit du fascisme, et que grâce à l'antifascisme, on allait fusiller les barricadiers de Barcelone, et que grâce à l'antifascisme, on allait mobiliser le prolétariat mondial dans la grande boucherie de 39-45. Après, on a fait la critique de l'antiracisme, en tant que l'antiracisme est le pire produit du racisme, c'est une dynamique capitaliste d'occultation, de fétichisation, pour ne pas voir les véritables enjeux de la lutte de classe. La lutte d'émancipation des homosexuels, à la limite, le prolétariat international, il s'en fout.